Bonjour tout le monde, ici Hubert Delaib. Une petite annonce avant le début de cet magnifique épisode. Toute l'équipe, on organise mardi prochain, le 1er août à 19h, un nouveau webinaire sur le day trading avec Jonathan Bouchard, qui est un stockbroker 5 étoiles, qui est vraiment un investisseur à succès. Il a battu le record de profit généré par une banque de 80 millions en une journée. Il a fait plusieurs exploits super intéressants en bourse. On l'a eu sur le podcast pour celles et ceux qui nous écoutent depuis là, quelques temps. Déjà, c'était cet hiver, si ma mémoire est bonne. Donc, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le day trading, les nouveaux projets sur lesquels on travaille et comment générer des profits et un revenu supplémentaire avec le trading, eh bien, vous pouvez aller cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode. Il y a un accès vers le webinaire, donc vous allez pouvoir vous inscrire. Nous, on va être là en direct le 1er août à 19h. C'est un mardi soir. Il n'y aura pas de rediffusion, donc il faut vraiment être présent si ça vous intéresse. Jonathan Bouchard va être là. On va vous montrer quelques stratégies, comment fonctionne la bourse, les mythes, les réalités et comment générer des revenus supplémentaires avec du trading. Avec quelqu'un qui le fait et qui a gagné sa vie là, et qui a accompli plusieurs exploits grâce à ça. Donc voilà. Cliquez sur le lien dans la description si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et sans plus attendre, je vais vous souhaiter un magnifique épisode. Donc voilà, à bientôt. Merci. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au nouveau podcast Lib. Cette semaine, j'ai la chance d'avoir Marsha Saint-Jean avec moi. On avait beaucoup de plaintes, Marsha, parce que les gens disent « T'invites tout le temps des gars ». J'étais comme « Je le sais ». Puis quand je suis retombé sur ton profil, ça fait un bout que je te suis de toute façon. Donc je me suis dit « Écoute, je vais l'inviter, voir si elle a de la disponibilité ». Donc je vais laisser Marsha se présenter. Avant ça, je vous dirais qu'on a la prochaine cohorte du bootcamp qui commence fin août, donc les 2 dernières semaines de août. Donc c'est des lives. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le bootcamp, on va mettre le lien en bas, vous pouvez réserver notre appel. C'est un bootcamp sur l'investissement, c'est des vidéos, donc c'est à peu près 15 heures de contenu vidéo, séparé par finances personnelles, budget, l'investissement. On a une grosse partie sur l'investissement, bâtir son portefeuille, etc. Donc ça vous intéresse, j'en dis pas plus. Vous avez juste à cliquer pour nous contacter. Et Marsha, merci d'être venue. Je vais te laisser te présenter, puis après, on va y aller là-dessus. Écoute, d'entrée de jeu, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour la bouteille de rhum. Marsha m'a amené une bouteille de rhum d'Haïti. Donc, merci, c'est gentil. Mais est-ce que tu bois au moins? Non, je bois pas. Ah là là, c'est ça. Très peu, ça. très peu. Je pense que je les compte sur les doigts d'une main dans l'année. Souvent, mettons l'été, une petite Corona, ce genre de trucs-là. Okay. Mais c'est sûr qu'elle va... je vais la passer et je t'en donnerai des nouvelles. Écoute, pour les gens qui me connaissent pas, Marsha Saint-Jean, courtier immobilier depuis presque 3 ans. Okay. Je suis rentrée pendant la COVID-19. Pour faire de l'argent, hein, c'est ça que tu m'as dit. En fait, pour faire de l'argent, veut ou veut pas, on est en business, c'est normal. Mais je te dirais que la base, c'était vraiment, comme je te disais, d'entrée de jeu, c'était pour aider les gens concrètement. Parce que courtier immobilier, on a comme cette foutue réputation que les courtiers sont là juste pour faire de l'argent. C'est des vendeurs. Ils n'ont pas à l'intérêt de leurs clients. Puis moi, je voulais comme un peu casser ça. Donc, avant d'être courtier immobilier, j'ai fait un deck à l'enfance, en éducation à l'enfance, pour travailler dans des CPE, éducatrice à l'enfance. Puis je me suis rendu compte que, oh boy, c'est pas fait pour moi. Okay. Je me vois pas rester là pendant 25 ans. Les conditions de travail, je sais pas si tu le sais aussi, pour les éducatrices à l'enfance, c'est incroyable. C'est pas facile, ma petite fille a 5 ans, elle est encore en garderie. Ouais. Puis j'ai vécu, tu sais, l'année passée, ils ont fait un peu des grèves, etc. Donc j'avais suivi un petit peu ça, avec les heures, etc. Mais oui, au privé, ils sont pas payés par l'éco-public, etc. Exactement. Donc tu as décidé, toi, de... Non. J'ai décidé que non, je me vois pas. J'aime les enfants, j'aime la profession. Je trouve que les gens qui sont là-dedans, c'est des gens incroyables. Beaucoup plus de femmes en règle générale. Oui. Mais moi, je ne me vois pas faire ça pendant 25 ans. Okay. Et c'est là, à un moment donné, à l'époque, j'habitais encore chez mes parents. Je suis comme, fuck, comment que je vais dire ça à mes parents? J'ai fait un deck de 3 ans. Mon père est un homme très catégorique, qui aime la sécurité.
comment que je vais lui dire que j'ai donné les clés, puis j'ai donné ma démission à la job, puis c'est moi qui a closé, qui a fermé les portes, puis j'ai laissé mon double de clés parce que ça m'intéressait plus de revenir. Puis j'ai sorti une feuille de papier, j'ai écrit tout dans quoi que j'étais bon, qu'est-ce qui m'intéressait. Il n'y avait pas grand-chose, mais la chose qui sortait, c'était l'immobilier. Okay. C'était vraiment l'immobilier. Puis à partir de là, j'ai dit, OK, je vais aller prendre mon cours. J'ai fait mon cours. Puis aujourd'hui, je suis courtier immobilier. J'ai investi aussi en immobilier. Je suis suivi par presque 70 000 personnes sur tous mes réseaux sociaux confondus. Good job. J'ai un podcast. Puis là, c'est là que je suis comme, OK, là, je le vois pourquoi je me lève à tous les matins. Là. C'est pas juste pour être courtier immobilier. Ton podcast s'appelle... Politiquement incorrect. Incorrect. Ouais, politiquement incorrect. Puis j'ai choisi ce titre-là parce que moi-même, j'ai une personnalité franc-parler et j'ai toujours voulu avoir quelque chose, un petit bébé à moi, mais un petit bébé qui va réellement être capable d'impacter les gens puis qu'on va pouvoir se dire les vraies choses. Parce que je sais pas si tu as remarqué, là, mais il y a plusieurs podcasts que je trouvais qu'ils étaient bons, mais je trouvais qu'il marchait trop les fesses serrées. On se dit pas les vraies affaires. Ah non, parce qu'après, tu te fais... Je sais pas pour toi, j'ai pas regardé les commentaires sur tes vidéos, mais TikTok, c'est là que je t'ai découvert, dans le fond, moi, sur TikTok, en premier. Les gens sur TikTok... J'aimerais, en fait, que les gens sur TikTok puissent mettre leur nom, leur vrai nom, leur prénom, puis mettons leur adresse. Ouais, non. On pourrait pas, je plaisante, mais... Les gens n'ont aucune... on dirait que quand tu dis des vraies affaires ou des choses qui viennent les confronter dans leur fort intérieur, ils te rentrent dedans en te disant « Ah, c'est correct, Marsha, c'est juste une fille qui fait des podcasts. » Je dis, ou Simon, c'est un gars qui fait des podcasts, on s'en fout, mais on est humain, on a des sentiments. Puis c'est vrai que je peux comprendre pourquoi certaines personnes ont une retenue dans leur podcast, dans les médias, peu importe les journalistes, parce que tu dis, à force de te faire insulter à longueur de journée, peut-être que je vais me calmer un petit peu. Donc toi, t'as osé te dire, non, moi... moi, je m'en fous, je le fais, j'invite des invités qui n'ont pas froid aux yeux, puis c'est pour ça qu'ils sont où ils sont présentement. Ouais, mais bien sûr. Parce que la réalité, c'est que en tant qu'entrepreneur, tu es un entrepreneur, je le suis aussi, c'est que pour arriver à un niveau confortable de réussite, que ce soit financière ou même côté entreprise, il faut que tu te poses les vraies questions. Bien sûr. Tu n'as pas le choix. Donc, à ce moment-là, c'est quoi que tu veux dans la vie? Est-ce que tu veux atteindre un autre niveau, que ce soit une indépendance financière, que ce soit une réussite dans ton entreprise? Ben, il faut que tu te poses ces vraies questions-là et c'est ces questions-là, ces réponses-là que je voulais savoir. Donc, pour moi, je te cacherai pas que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, ça n'a pas été facile. Ouais, je comprends. OK. Même à mes caméramans, je les disais tout le temps, j'étais comme, je ne comprends pas c'est quoi cette haine-là. Mais rapidement, je me suis forgé une carapace. Et Marsha que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est pas la même Marsha que tu vois dans la vraie vie, dans le personnel. Sur les réseaux sociaux, j'ai un rôle. Je suis là pour aider, éduquer, former les gens. Puis dans le personnel, c'est autre chose. C'est que je disais, je l'ai déjà dit sur plusieurs podcasts, mais il y a un moment donné, nous, on a sorti beaucoup de vidéos sur l'épargne. Tu sais que c'est important de pas forcément juste épargner, mais d'investir. On a reçu des CFA qui sont venus sur le podcast où est-ce qu'ils parlaient un petit peu de combien le gouvernement, la médiane, donnait aux retraités. Puis c'est sous le seuil de la pauvreté. Donc, si tu n'as pas placé tes pions, si tu n'as pas des blocs immobiliers ou de l'argent investi dans d'entreprise ou en bourse, ça va être difficile. Puis ça confronte les gens. Tu sais, je veux dire, quelqu'un... qui a, je sais pas, 35, 40, 45 et plus, qui retombe sur cette vidéo-là, c'est comme, bah là, le gouvernement, ils n'ont pas à faire ça, ou oh, épargner, ça sert à rien, ou la réponse que j'ai le plus, c'est, je peux pas épargner, j'ai pas assez d'argent pour épargner, je vis de paye en paye, ou tout simplement, bon, bah c'est correct, je préfère vivre maintenant, parce que plus tard, je vivrai pas. Tu sais, il y a un moment donné, je me dis, c'est ce que j'ai répondu à un gars hier, justement, qu'est-ce que tu fais sur TikTok à commenter si tu peux mourir demain? Pourquoi tu es en train de me hate sur TikTok? Je veux dire, va te louer une Lamborghini, pars en voyage, fais du saut en parachute sans parachute. Tu peux mourir demain. Vis ta vie de rêve au lieu d'être sur TikTok. Puis, je pense que les gens, on les confronte. Et quand j'ouvrais mon cell pour aller sur TikTok, puis je voyais, il y avait le petit logo, tu avais des commentaires. Pour vrai, là, je faisais genre... Oh mon Dieu, wow! Ouais, tellement ça venait me chercher parce que mon but, un peu comme le tien, mon but c'était d'aider le monde, c'était d'éduquer le monde. Puis je me faisais ramasser, puis j'étais comme, gars, faire une vidéo TikTok
tu le sais, ça prend du temps, faut que tu connaisses ton sujet, on sous-titre, je paye quelqu'un pour sous-titrer mes vidéos. Donc tu sais, je fais ça à but purement éducatif. Oui, on vend de la formation, etc. Bien entendu, j'ai une business, mais je fais ça pour éduquer, puis tu te fais ramasser. Donc bravo pour ta carapace, Marsha. Mais tu sais, j'écoutais un motivateur africain à un moment donné qui disait que peu importe ce que tu vas faire dans la vie en termes de contenu, tu t'en sors pas. Ouais, il y a toujours quelqu'un qui aimera pas ça. Et il donnait l'exemple d'une vidéo d'un bébé qui rit. Okay. Puis il a descendu sur YouTube dans les commentaires, puis tu avais des commentaires haineux sur un petit bébé qui est innocent, qui ne parle pas, qui ne dit rien, qui fait juste rire dans la vidéo, et tu avais des commentaires haineux. Fait que peu importe ce que tu fais, et ça, c'est quelque chose que je me suis rendu compte avec le temps, peu importe ce que tu fais, il y a tout le temps quelqu'un qui sera pas content. Tu sais, des fois, je fais des vidéos, puis je le dis à ma blonde, je dis, celle-là, là, est tellement... Tu sais, je suis ultra comme politique, personne pourra trouver quelque chose à dire. C'est impossible. Man. C'est ça. On s'en sort pas. Je me fais rentrer dedans. On s'en sort pas. Fait que moi, je me suis dit, garde, je préfère mettre le focus sur les gens qui veulent entendre ce que j'ai à dire, les gens qui veulent vraiment que je leur aide. Puis après ça, le reste tout bas. De toute façon, je ne peux pas travailler avec tout le monde. Mon équipe, parce qu'aujourd'hui, je suis rendue à avoir une équipe de courtiers qui travaillent avec moi, ne peut pas desservir tout le monde. Puis c'est bien correct comme ça, non? Là, on va parler un peu d'immobilier, ça te dérange pas? Bien sûr. Tu m'as dit que tu avais commencé avant la COVID, donc en 2019? J'ai commencé en plein COVID. J'ai commencé en 2020. OK. 2020, ça va faire presque 3 ans. Comment tu vois tout ça? Comment tu vois... Il y a une certaine... Je veux dire, c'est pas le même marché en 3 ans a énormément changé. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, justement? On est en juillet 2023, donc l'épisode, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais tu sais, ça se peut qu'il sorte en août. Mais est-ce que comment tu vois le switch qu'il y a eu, les gens, la mentalité, l'acheteur, vendeur? Peux-tu nous parler? Je sais qu'il y a beaucoup de questions, je suis désolé, mais je te laisse. En ce moment, si on parle de switch, je le sens pas encore. Même avec l'augmentation des taux d'intérêt et tout? Non. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de clients que eux, ils ont fait réserver leur taux pour 90 jours, 120 jours. Okay. Donc, on le sent pas encore. Et je sais pas si tu t'en rappelles, au début de l'année 2023, c'était déjà la panique parce que les taux d'intérêt augmentaient. Et moi, j'ai acheté en octobre 2022. Donc, tu vois, mon taux, je suis passé de 4,98 à, je pense qu'il y a 7,4. Ah, tu as un variable. Ouais, j'ai un variable. J'ai pris un variable. OK. Fait que depuis le début de l'année 2023, là, on parlait de ça. Les taux vont augmenter, personne ne va vouloir acheter, ça va se calmer. Malheureusement, c'est pas ça qui se passe présentement. La demande est encore là. La semaine passée, j'ai fait une offre d'achat sur une maison à Repentigny qui était listée à 539 000. Offre multiple, 5 offres d'achat sur la propriété. Elle s'est vendue à 600 000. Avec surenchère en plus. Avec surenchère. Est-ce que c'est représentatif de tous les secteurs? Non. Moi, je travaille dans le secteur de Montréal. Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou. Okay. Oups! Les maisons que je liste, c'est plus tranquille. Mais lorsqu'on s'en va dans les secteurs un petit peu plus éloignés, Repentigny, Terrebonne, Mascouche, on a encore de la surenchère. Pourquoi? Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que 80% de la population, il y a un salaire dans la moyenne. Et ce que ça veut dire, c'est que sa préqualification bancaire va sortir entre 300 à 500, 550. Donc, dès que tu as une maison qui est à vendre dans cette fourchette de prix-là, qu'elle est clé en main, 3 chambres, 4 chambres à coucher, elle va se vendre. Parce que la demande pour ce budget-là, elle est là. Peu importe le taux, dans le fond, les gens, ils veulent une maison. Pour le moment. OK. Donc là, probablement, ça va frapper à l'automne, début hiver. Là, on va peut-être plus le sentir, surtout si le gouvernement continue à augmenter les taux. Je pense que là, c'est fini. Là. Je l'espère. C'est ce que j'avais dit il y a 3 mois. Je l'espère parce que le problème avec le taux, je comprends toute l'idée qui est derrière, mais ce que je trouve plate, c'est que c'est la classe moyenne qui en pâtit. Bien sûr. Les préposés aux bénéficiaires, les gens qui font 50 000, 60 000 par année, là, tu verrais vraiment... Puis qui sont dans le besoin, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans le besoin, ben c'est eux que tu pénalises puis que tu dises que, excuse-moi, tu ne pourras pas acheter. C'est pas la personne qui fait 200, 300 000, 400 000. Là. Oui, moi, c'est quand j'ai acheté... on est allé visiter en août, offre d'achat septembre, on a emménagé le 18 octobre, que le taux il aurait été à 6, 7 ou 3%. Je veux dire, j'étais à 2,14%. J'ai brisé mon hypothèque. Tu sais, peut-être que quelqu'un d'autre qui est peut-être un peu moins bien nanti ou qui a un peu moins d'argent aurait peut-être mis en pause
puis attendre. Faire son Nous, on a projet. fait une offre, on était la seule offre, pas de surenchère, on l'a acheté au prix qui était affiché. Wow. Méchant deal. Eux, les gens, ils partaient en maison de retraite. Donc, Wow. moi, c'est la deuxième maison que j'achète comme ça. Les gens s'en vont, ils laissent tout. Ah, wow, Donc, tu dans sais, la mettons, maison. ils laissent tout dans la maison. Les meubles, eux, ils s'en vont en maison de Super. retraite. Donc, tu sais, ils gardent rien. Donc, on a tout gardé. L'électro, nous, on a revendu nos électros, on a gardé les leurs. Donc, on a fait comme une plus-value. Donc, c'est quand même cool. Mais comme tu dis, j'ai souvent l'impression que c'est ça. C'est que les gens, plus dans la classe moyenne, c'est eux qui vont manger. C'est eux qui en pâtissent. C'est clairement ça. Tu sais, moi, j'ai des amis, parce que moi, j'ai acheté encore un autre immeuble au mois d'avril. Pour toi. Ouais, perso. pour moi. Puis mes amis étaient comme, tabarouette, t'as pas vu le taux d'intérêt, tu vas acheter un... Puis pour moi, on dirait, ça change rien. Surtout que c'est un immeuble à revenus, tout est déductible, les intérêts, j'étais comme, tu comprends? Je fais mon budget, je check mes affaires, ça fait l'affaire, puis let's go, j'achète. Mais la personne qui fait 50 000, 60 000 par année, je te garantis qu'elle va mettre son pied sur le frein. Ben ouais. Elle va mettre son pied sur le frein, ce qui est normal. Donc, c'est juste ça que je trouve plate avec la hausse, c'est que ça vient vraiment pénaliser les gens qui sont dans le besoin, la classe moyenne. Ouais. Puis eux, les riches, ben pour eux, c'est pas que ça change rien, mais ils vont continuer à faire ce qui doivent être fait. Donc, pour répondre à ta question, le marché encore, les acheteurs sont encore présents. On sent encore de la surenchère, tout dépendant dans quel secteur qu'on est, puis de quel type de propriété qu'on décide d'acheter. Mais je pense qu'arrivé à l'automne, l'hiver, c'est peut-être là qu'on va sentir la claque, là, où ce que, wow, si le taux d'intérêt continue à augmenter, les gens vont vraiment arrêter, là. Là, on a au Québec, actuellement, en tout cas les derniers chiffres que j'ai regardés, Ouais. peut-être que tu as des chiffres plus à jour, 60% des Québécois sont propriétaires de Oui. leur maison. De leur maison. Mais là, dans tous ces Québécois-là, il y en a encore présentement qui sont à des taux d'intérêt 2%, Ouais. 2,5%. Puis que là, ils vont renouveler dans les prochaines semaines. Les prochains, on a des renouvellements qui rentrent tout le temps dans le sens. Et moi, c'est ces gens-là à qui je pense en immobilier de se dire, j'ai basé mon budget parce que tu sais, il y a la fameuse, le fameux marketing de acheter maintenant, payer plus tard. Ouais. Parce que les gens, habituellement, vont toujours penser, c'est comme pas une vieille façon de penser, mais ça fait longtemps qu'on pense comme ça, que Ouais. ça ira mieux le mois prochain. Tu sais, quand tu as une Exact. bad luck, mais ça ira mieux dans 3 mois. Les gens ne changent pas leurs habitudes, mais ça ira mieux. Et là, c'est ce qu'on s'aperçoit, nous on a beaucoup de demandes, on a quand même plusieurs milliers de personnes sur nos pages, et c'est ce qu'on se fait dire, hey, je renouvelle en septembre mon hypothèque, qu'est-ce que je fais? Je ne pourrais pas payer le surplus. Je suis à 2,5%. Si je suis renouvelé à 5%, même si c'est seulement pour un an, c'est un gros trou dans mon budget. Et ce trou-là, j'ai pas de fonds d'urgence, j'ai pas de CELI, j'ai pas de REER, j'ai rien pour me baquer. Est-ce que tu vois ce genre de personnes-là, justement, qui avaient des projets d'achat qui t'ont dit, écoute, marché, je pourrais pas, c'est pas possible, qui vont rester locataires? Comment tu vois ce marché-là? Là, tu me poses deux questions. Ouais, je t'en pose plein. La première, moi, je considère que même si tu es dans la classe moyenne, quelqu'un ne devrait pas acheter une propriété en fonction d'un taux d'intérêt. À mon sens, à moi. Parce que le taux d'intérêt n'est pas fixé dans le temps. Tu achètes une maison, en règle générale, amortie sur 25 ans, un terme de 5 ans. Le standard, c'est à peu près ça. Ton premier 5 ans, oui, ton taux va être à 2%, mais tes 20 autres années n'est pas garant de ça. OK? Donc, moi, je dis souvent à mes clients, achetez votre propriété en fonction de votre budget. Puis, au-delà, en fonction de votre budget, mais c'est quoi vos prochains projets dans le futur? Est-ce que vos 2 enfants s'en vont à l'école privée? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime ça voyager 1 ou 2 fois par année? Moi, là, je voyage minimum 2-3 fois, j'aime ça. Bien, à ce moment-là, ça a un impact. Et la banque, cette information-là, la banque, elle n'est pas au courant. Toi seul, la sais. Si tu veux amener tes enfants dans une école privée, si tu aimes ça aller manger au restaurant à chaque soir, fais-toi un budget puis pars de ça. Puis si tu te fais tes calculs, ta mensualité, tu es à l'aise avec ça, peu importe que les taux d'intérêt augmentent dans le futur, tu seras confortable parce que tu avais fait tes prévisions en conséquence. Ça, tu parles vraiment de mensualité, ça va être quoi mon paiement d'hypothèque? Puis pour toi, j'aime ce que tu dis parce que comme moi, même si je suis à variable, si j'ai un variable, comme on appelle, comme fixe, mon montant, il est le même. Donc moi, c'est 2626 par mois. Peu importe que ce soit 7 ou 3%, c'est 2626 pendant
2156, on s'en fout, pendant 5 ans. OK, parfait. Donc, c'est un peu là exactement. Mais au-delà de ça, d'aller beaucoup plus profond, parce que surtout, tu es dans la classe moyenne. Tu sais, moi, je vais être très honnête avec toi, je ne fais pas cet exercice-là pour moi-même. Ouais. Je sens pas ce besoin-là de le faire. Mais quand tu es dans la classe moyenne, puis n'importe quelle variation fait en sorte que ça te déstabilise, ben à ce moment-là, il faut que tu penses à toi, à ta famille, à tes enfants. Tu comprends? Parce que tu as 2-3 enfants, tu es dans une maison, tu n'as pas envie qu'un jour la banque vienne la saisir. Ouais. Donc, moi, c'est comme ça que je le dis à mes clients. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je parlais à un ami qui est banquier, puis on parlait justement de la question que tu m'as posée. Je dis, Colin, les gens vont faire quoi si, arrivé au renouvellement, ils ne sont pas capables de payer? Ouais. Il me dit, Marsha, c'est quelque chose de très simple. Cette personne-là va venir voir un courtier hypothécaire ou son banquier. On va regarder sa situation, puis on va regarder l'équité qu'il a sur sa maison. Puis si on voit qu'elle a quand même une bonne équité, on va lui proposer de repousser son amortissement pour qu'elle se ramasse avec les mêmes paiements qu'elle paye actuellement ou même peut-être moins. Un genre de refinancement finalement. Absolument. Donc oui, la personne, ça va lui prendre encore plus de temps pour payer sa maison. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est soit ça ou tu vends ou tu la perds. Ouais. Et si, mettons, tu étais en décision de peut-être dans 1 an, 2 ans la vendre, tu vas peut-être dire, OK, ben tant qu'à ça, je renouvelle pas, je la vends tout de suite. Mais si c'était pas ton projet, tu as 4-5 enfants, si tu vends aujourd'hui, demain, tu vas où? Avec les prix des loyers, les prix des appartements, le pouvoir que le propriétaire a à dire, écoute, moi, je ne veux pas te louer mon appartement parce que je vois que tu as 4 enfants. Tu comprends? Fait que les gens qui sont, surtout les grosses familles, qui ont 3-4 enfants, peuvent pas vendre. Là. Fait que t'appelles ton banquier, t'appelles un courtier hypothécaire, puis tu lui dis, regarde, je vais repousser mon amortissement. Oui, ça va me prendre plus de temps pour le payer, mais ça va me permettre de souffler. Des fois, c'est peut-être mieux de payer un peu plus d'intérêt, puis payer un petit peu plus longtemps. Mais au moins, tu vis... Et au-delà de ça, oublie pas, c'est pas l'idéal, je le sais, mais à chaque année, tu as le droit de donner un montant supplémentaire sur ton hypothèque. Donc, toi, il te restait 20 ans pour payer ton hypothèque. Puis là, étant donné que les taux d'intérêt ont augmenté, tu te sens égorgé, repousse l'amortissement sur un autre 25 ans. Tu vas payer les mêmes montants que tu payes présentement ou peut-être même moins. Puis, une fois par année, si tu as envie de déposer un 30 000, 40 000 $ parce que tu l'as, tu le déposeras. Mais ça évite de vendre la propriété ou de se la faire saisir. Oui, c'est parce que, comme tu dis, les taux ne vont pas rester comme ça éternellement. Non, pas du tout. Donc, quand on aura plus, ben, au pire, tu feras un paiement forfaitaire sur... Tu feras un paiement de plus. Toutes les banques te le permettent une fois par année, soit le jour de ton anniversaire ou le jour que tu es passé chez le notaire. Tu fais un paiement dessus. Si un jour les taux d'intérêt baissent, ben peut-être tu pourrais le refinancer avec une autre banque puis prendre un taux d'intérêt qui est beaucoup plus bas puis ramener l'amortissement où ce qu'il était au départ. Mais ça fait en sorte que, Colin, t'es pas pris pour vendre ta maison. Non, là. Puis retourner en loyer. Puis, by the way, le loyer, c'est peut-être pas nécessairement mieux en ce moment. Tu sais, si t'es tout seul ou un enfant, OK. Mais je te le garantis que si t'es avec 4-5 enfants, comme beaucoup de mes clients, l'option d'aller en location n'est même plus là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que avant, on va dire, la différence que tu avais entre le prix d'un propriétaire et le prix d'un locataire, ça valait quand même la peine, même si oui, il y a les taux d'intérêt, puis tu as les réparations, l'entretien. Mais tu sais, maintenant, tu regardes des petits 3,5 ou 4,5, puis ça coûte cher. Là. Ça coûte très cher. Puis tu sais, encore là, tu vois, je suis un peu partagée parce que j'ai des amis que je connais qui gagnent extrêmement bien leur vie, puis eux, ils veulent pas être propriétaires pour le moment, ils n'ont pas d'enfants, puis pour eux, c'est toutes mes sous, je le mets dans ma business, je réinvestis, je me prends un appartement. Mais je considère que quand tu as une famille, 2-3 enfants, la nécessité d'avoir ton chez-soi, ta maison est rendue primordiale. Ce genre de trucs-là. Tu comprends? Puis comme je te dis, même pour te trouver un appartement, t'en trouves un, là. Le propriétaire, étant donné qu'il a le bout du bâton, puis qu'il te voit débarquer avec 4-5 enfants, il est comme « Oh boy! Ouais. » Peut-être des gens qui vont nuire à ma tranquillité si je suis en haut d'un duplex. Ben écoute, je peux décider de prendre elle qui a 4 enfants, puis l'autre qui en a peut-être juste 2 ou qui est seul, c'est un professionnel. Je vais y aller avec lui. Ouais. C'est la réalité dans laquelle qu'on est. Fait que cette famille-là,
doit, selon moi, faire son maximum pour avoir son chez-soi, même si c'est pas la grosse maison, la grosse baraque, mais au moins ça lui appartient. Ses enfants ont leur espace. Puis, comme je te dis, avec les prix des loyers, surtout à Montréal, c'est incroyable, là. On avait beaucoup de monde qui disait, moi dans mon entourage, tu vas voir, les prix des maisons vont chuter. Beaucoup disaient dans 20-25% de moins dans les maisons. Ce qu'on s'est aperçu sur les marchés de ce que je regardais, c'est qu'il y a eu une baisse de volume, mais que finalement les prix... Est-ce que c'est ça que tu vois? Comment ça va dans le marché de Montréal? C'est ce que je vois aussi. T'as pas ce prix drastique-là que les gens attendent puis que les gens cherchent. La seule chose, par contre, ça peut prendre un petit peu plus de temps avant que la propriété se vende. Encore là, tout dépendant dans quel secteur qu'on est. Parce que je te le disais tantôt, si tu as une maison qui fait partie de la moyenne du revenu des Québécois et Québécoises, elle va se vendre rapidement. Mais si tu as une propriété qui est beaucoup plus dispendieuse, une maison, une deuxième maison, comme j'aime appeler les maisons dans les 700-800 000, ben ça risque de prendre un petit peu plus de temps de la vendre. Parce que la personne a déjà sa maison. Effectivement. Donc, Effectivement. Donc, ça risque de prendre un petit peu plus de temps de la vendre. Mais de dire que les prix vont chuter, on va tomber dans un crash, pas pour le moment. Tu comprends? Parce que l'autre chose que les gens ne réalisent pas, lorsqu'on parle de crash, tu as quand même des éléments qui doivent être opportuns pour que ça arrive. Entre autres, le taux de chômage. Le taux de chômage au Québec en ce moment, il est au plus bas. D'accord? Le jour qu'il va commencer à augmenter, là, mon discours, il va changer. Puis je vais t'arriver avec quelque chose d'autre. Mais pour le moment, en juillet 2023, il n'y a pas ça là, pour le moment. T'sais. Fait que c'est ça que les gens ne réalisent pas. Les gens pensent le taux d'intérêt il est élevé, les propriétés vont crasher. Mais ça prend plus d'éléments que ça. Ça prend que les Québécois et Québécoises qui ont une propriété présentement n'ont pas de liquidité, n'ont pas de marge de manœuvre pour repousser leur amortissement. Le taux de chômage qui est hyper élevé, là, oui, tu as comme 2, 3, 4 éléments qui se réunissent où ce que tu peux dire OK, on s'enligne dans la catastrophe. Donc toi, quelqu'un qui vient te voir, monsieur, madame, tout le monde, je dis n'importe quoi, 2 enfants, et il dit, Marsha, c'est-tu un bon moment pour acheter une maison, même avec les taux d'intérêt? Toi, pour toi, c'est toujours un peu le bon moment d'acheter une maison. Toujours le bon moment, mais par contre, moi, je te mentirais pas que malgré que je suis courtier, ça me suis déjà arrivé de dire à des clients, je pense que tu n'es pas prêt pour acheter une propriété. Okay. Et là, c'est autant question budget, mais c'est autant aussi question de mentalité. Parce que pour moi, lorsqu'on est propriétaire, ça vient avec des responsabilités. Je le dis souvent. Responsabilité de payer tes taxes, de payer tes assurances. Tu ne payes pas tes taxes municipales et scolaires, tu risques de te faire saisir ta propriété, plein de choses. Mais pour revenir à ta question, puis je te le disais tantôt, je considère qu'une personne qui veut acheter, tu dois acheter en fonction de ton budget, en fonction de ce que tu es à l'aise et non en fonction d'un taux d'intérêt. Sinon, ton chien, il est mort. Ton chien est mort. Parce que sinon, à chaque fois, tu vas avoir des déceptions. 5 ans plus tard, tu arrives pour renouveler. Ah, comment ça? Je payais 3% il y a 5 ans. Oui, mais c'est pas garanti dans le temps que dans 10 ans ou dans 15 ans, tu vas payer le même taux. Moi, mon père, lui, quand il a acheté sa propriété, son premier triplex à Montréal, je pense que ça fait bientôt 19 ans. À l'époque, je pense qu'il y avait un taux d'intérêt de plus de 6-7%. Fait que là, quand ça a baissé pendant la COVID, pour lui, c'était l'inverse. C'est comme, comment ça? C'est impossible, je suis pas habitué à ça. Tu comprends ce que je veux dire? Le capital que tu payais versus les intérêts, il devait être mort de rire. Écoute, tu sais, des gens qui ont connu un taux d'intérêt un peu plus élevé, puis que là, ils arrivent, c'est comme, ça me coûte quasiment rien. Exactement. Fait que pour lui, c'était comme, mais comment ça? OK, oui, je vais le prendre, mais j'ai jamais été habitué à ça. À l'inverse, une nouvelle personne qui achète dans la vingtaine, que lui, il n'a jamais été habitué avec des taux d'intérêt à 6, 7, 8%, ne comprend pas pourquoi tu lui dis que 5 ans plus tard, il ne paiera plus 2-3%. Fait que c'est pour ça que je dis souvent, vas-y avec un budget, vas-y avec ce que tu es à l'aise. La banque te donne 600 000, te dit tes montants par mois, ça va être ça. Puis toi, tu fais tes calculs, tu es comme non, moi, je peux pas. Je veux me gâter, je veux me faire plaisir, je veux voyager, etc. Je veux y aller avec quelque chose à 500. Tu comprends ce que je veux dire? Mais d'y aller en l'optique d'une fonction d'un taux d'intérêt, c'est pas une bonne façon de voir les choses, selon moi. Selon moi. Toi qui as connu la Covid, la folie Covid. Moi, j'ai magasiné pendant la Covid. Ça fait 2021. On a cherché pendant 2 ans, je pense, après notre maison. Puis on a eu des surenchères. On a eu 21
offres sur une maison. Ouais. Peut-être ma blonde va dire je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est ça. Non, c'était 21 visites puis 9 offres qu'il y avait eu sur une maison qu'on a voulu. D'accord. Puis il y a une maison qu'on a fait une offre 75 000 de plus, si ma mémoire est bonne. Puis même je pense qu'on a fait une offre à 851 au lieu de 850 sur la rive sud de Montréal. C'était à Audubon Park. Et mon courtier était comme... Vous l'avez, la maison, c'était comme... On est tombé en amour, on a fait c'est cette maison-là qu'on veut. C'était vraiment une belle maison. Puis quand on a fait pour l'acheter, mon courtier il dit au lieu de mettre 850, mettez 851. Ouais. Un chiffre impair. Un chiffre impair. Il dit honnêtement... Puis là, on attend. Là, c'est la soirée où est-ce qu'ils présentent les offres. Puis on a la maison. Puis on dit, ça va être fou, ça va être fou. On va la voir. Toute notre famille est prête. Là. Pipi, vous l'avez. Quand est-ce que vous... Puis finalement, il nous a rappelé pour dire, écoutez, on était loin. On était loin du compte. Puis tu sais, on était pas traumatisés, mais dans le sens qu'on est comme punaise, ça va prendre combien de temps? Puis finalement, on a acheté notre maison. Mais est-ce que toi, qui étais là pendant cette année-là, ces 2 années-là, as-tu des anecdotes ou des trucs, des choses qui t'ont marqué, que tu as vu pendant cette folie de la surenchère? Ben oui, effectivement. J'ai eu beaucoup de clients aussi qui ont donné de la surenchère sur des propriétés qui en valaient des fois le coup, mais des fois vraiment pas le coup. Et l'une qui m'a traumatisée, c'était à Terrebonne, Lachenay. Ma cliente a donné 200 000 de plus que le prix demandé, puis on l'a pas eu. Ouf. C'est une maison à combien, si c'est pas trop indiscret? C'est une maison qui avait été listée à 350 000. Wow, tu payes quasiment le double de prix. C'est ça. Et on l'a pas eu. Aïe, aïe. OK? Mais la petite problématique aussi que les gens ne... Tu sais, c'est correct, mettons, d'avoir fait de la surenchère sur une propriété, d'avoir donné 5 000, 10 000, tu te vois vivre là-dedans pendant 25 ans. C'est bien amorti. C'est bien amorti. Mais si tu me rappelles, en ce moment, pendant que le marché est en baisse, pour que tu me dises que tu veux vendre ta maison, puis ça fait même pas 5 ans que tu l'as, on peut avoir un problème. Ça se peut qu'on ait un problème. OK? Et c'est là où la surenchère, moi, mon rôle, puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est d'être capable de me mettre à la place de ce client-là. Moi-même qui investis puis qui achète, j'aimerais qu'on me dise les vraies affaires. Oui, bien sûr. J'achète dans ce secteur-là, ça prend combien de valeur? Si j'ai donné 100 000 de plus, Marsha, OK, fine, mais s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi la projection pour les prochaines années? Si je la connais, la projection pour les prochaines années, à ce moment-là, je fais une offre en connaissance de cause. Ouais. Et cette cliente-là qui avait fait une offre à 200 000, moi, je lui avais dit, j'ai dit, écoute, je sais que tu l'as vu la maison, mais 200 000, c'est trop. Tu rentreras pas dans ton argent comme tu le penses, surtout que, bon, peut-être que tu as des projets de vente dans 3-4 ans, ça va être un peu touché. Mais elle me dit, Marsha, je la veux, c'est elle que je veux. Parfait, fine. On a fait une offre, puis tu vois, malgré ça, elle l'a pas eu. Est-ce que tu as vu après? L'offre a été... La propriété s'est vendue 220 000 de plus. Quand même, hein. Tu sais, pour une maison à 300 000, justement, c'est Exactement. Quand même fou, là. 220 000 de plus. Tu sais, moi, admettons, ma maison, j'ai acheté 2,29 à l'époque, en 2015, qui était ma première maison. Tu sais, je n'avais pas une grosse job. Ma blonde, je pense, elle commençait à travailler. Puis, on l'a acheté 2,29. On l'a vendu, on l'a mis en vente 3,50, 7 ans après. 7 ans après, parfait. Puis on l'a vendu en 2022 à 406. On a eu 56 000 de plus de surenchère. On avait 2 offres surenchères, une à 403 puis une à 406. Mais tu vois, cette propriété-là que tu as achetée en 2015, tu m'as dit à combien? 2,29. 2,29. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, OK, ben là, les taux d'intérêt sont élevés, ça va crasher. On va revoir ces prix-là en 2015 ou même avant la COVID. Ouais. Mais la réalité, c'est que non. Non. Pas vrai. Là. Je sais pas si... Même si qu'il y a une baisse qui se fait, elle ne baissera pas aussi drastiquement à revenir au prix de 2019. Parce que tu as des investisseurs qui ont des poches assez profondes qui vont aller acheter si ça se liquide. Je veux dire, les gens qui ont des poches profondes ou qui ont de l'équité sur la maison vont les acheter, ils vont les flipper ou peu importe, puis ils vont les revendre après. Je peux pas croire qu'un marché crash autant. Là. Mais c'est ça que je veux te faire comprendre, pas autant, c'est impossible. Ouais. Je vais te donner un autre exemple encore. Je magasinais pour une cliente à Mascouche. Je te coupe, pardonne-moi. Toi, tu fais Montréal, tout ce qui est l'est de Montréal, puis la rive nord un petit peu, c'est tout ça? Oui, parce qu'en fait, quand on est courtier immobilier, ben nos acheteurs...
la majorité n'ont pas les moyens d'acheter à Montréal. Ouais. C'est trop cher. Mhm. Donc, leur préqualification, comme je te dis, va sortir entre 300 à 500, 550. Et où est-ce qu'ils vont pouvoir trouver? C'est En dans banlieue, ces coins-là, ok, c'est en parfait. banlieue. Donc, je fais l'exercice. Ma cliente tombe en amour avec un beau petit jumelé à Mascouche, qui est listé à 499. OK. D'accord? Mhm. Et en tant que courtier, on a la possibilité d'aller voir l'historique de cette maison-là. Est-ce qu'elle a déjà été vendue dans le passé? Puis là, je fais l'exercice, je m'en vais regarder. En 2023, elle la vend maintenant à 499. Ouais. Il l'a acheté en 2019, avant la COVID-19. Il l'a acheté à 260 000. OK, donc il a double prix. Même si qu'en ce moment, pour le mois de juillet, elle est listée, cette maison-là jumelée, il n'y a pas de demande, c'est un petit peu plus tranquille, vacances de la construction. On va essayer de voir si on peut la négocier. Si c'est possible, tant mieux. Mais on ne pourra pas enlever 100 000 dessus, là. Qui a taux d'intérêt élevé ou pas, tu comprends? Lui, le gars ou cette fille-là, ben, elle fait son profit pareil en l'espace de 5 ans, là, tu sais. Fait que c'est pour Est-ce ça que pour toi, ça a du sens, un prix comme ça, 499, ou pour toi, c'est trop cher pour ce que c'est dans le marché actuel? En fait, je veux juste qu'on fasse une parenthèse. Je ne peux pas me fier par rapport à ce que lui, parce que lui, il l'a acheté en 2019 ouais. à 200 quelques mille. Je me fie à ce qui vient de se vendre Ouais. les 3 derniers mois pour être capable de te donner ma réponse. C'est ça exactement. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est parce qu'il ferait... Tu sais, il va doubler son prix d'achat avec son prix de vente. Tu sais, s'il a acheté 260, tu la vends 500. Je comprends, mais ça, c'est pas mon problème, ni ton problème, ni le problème de l'acheteur. Non, bien sûr. Tu comprends? Ouais. Dans le sens, puis pourquoi je veux vraiment spécifier, c'est que justement, le raisonnement que tu viens d'avoir, j'ai des acheteurs qui vont me dire ça. OK. Ils vont me dire, mais Marsha, c'est incroyable. C'est pas juste qu'il fasse 2 fois son prix. C'est ou l'offre et la demande. Hein? Mais c'est ça, justement. Et lorsque moi, je sors les comparables, c'est ce que ça me dit. Oui, on va s'essayer de négocier parce qu'il n'y a personne dessus, mais les comparables ne me disent pas 200 000, 300 000. Ouais. Tu comprends? Mais c'est juste qu'en tant qu'acheteur, tu as cette frustration-là de dire que pourquoi je ne m'avais pas pris avant la COVID? J'aurais pu l'avoir à 200 quelques mille. C'est cette frustration-là. Puis tu dis, Colin, lui, là, ben, il va être capable d'aller chercher le double. T'imagines? Tu comprends? Lui, c'est une bonne affaire. Là. C'est une bonne affaire. Maintenant, il faut qu'il se reloge aussi, cette personne-là. Tu sais, il y a ça aussi. Ça, c'est sûr. Vend, ça, c'est sûr. Mais même encore là, de ce que j'ai vu, c'est des gens qui sont semis à la retraite. On ne le sait pas. Peut-être qu'ils vont aller se prendre une petite location pour finir leur jour, quoi qu'il en soit. Ouais. Mais je comprends le raisonnement de dire c'est une frustration pour moi qui achète à un gros prix, alors qu'il n'y a pas si longtemps. Parce que 5 ans, là, c'est pas loin. C'est là. rien, 5 ans. Là. Il n'y a pas si longtemps. Si j'étais prêt ou j'étais plus à mes affaires ou peu importe, j'aurais pu l'avoir pour la moitié du prix. Et c'est là que la frustration arrive aux acheteurs. Et je les comprends. Tu sais, c'est pas évident de savoir que le propriétaire se fait plus que le double du prix en l'espace de 5 ans. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est un gros rendement, je trouve. Tu as probablement aussi ces mêmes réflexions-là des acheteurs plus jeunes, mettons notre génération puis celle d'avant, qui se disent les boomers ou nos parents, nos grands-parents, ils ont acheté justement pour quelques milliers de dollars. Ils avaient une belle maison. Nous, ça a changé maintenant. Ils avaient peut-être des taux d'intérêt différents également. Ouais. Mais oui, on a toujours un peu cette pensée de se dire il a acheté pour pas cher, il va faire 2 fois l'argent qu'il a fait. Mais après, ça fait partie du jeu. Ça puis, comme on a dit, l'offre et la demande, puis tu dois vivre avec même ça. mes clients, je leur dis souvent, tu sais, si toi aussi tu gardes ta propriété pour un petit bout, ben techniquement, c'est censé être la même chose lorsque tu vas revendre. C'est sûr qu'il y a toujours des marchés, il faut faire attention, comme je te dis, dans quel marché qu'on est. Si on est dans un marché qui est baissier, si tu n'as peut-être pas la nécessité de vendre, c'est peut-être pas le bon moment. Vaut mieux attendre que t'attendre que le marché soit beaucoup plus à la hausse. Mais reste, en règle générale, quand tu as un bien immobilier, techniquement, après plusieurs années, lorsque tu vas décider de le vendre, tu devrais faire de l'argent, une plus-value au moins. Surtout quand on parle d'unifamilial, non imposable, je le vends, le profit 100% il est dans mes poches. Ben à ce moment-là... Penses-tu qu'ils vont changer ça? Ils parlaient au gouvernement fédéral. Ça serait wack s'ils feraient ça. Je peux pas croire. Ouais, moi aussi, je suis comme c'est la seule chose quasiment avec le CELI là, que tu pourrais avoir. Mais en même temps, c'est tellement que les gens abusent aussi. Je sais pas, là. J'en ai aucune idée. Je me dis, ben en fait, moi, je vois les affaires des deux façons. Je me dis, est-ce qu'ils le font pour tout ce qui est flip immobilier? Il y avait eu un gros abus par rapport à ça.
Ou bien, c'est encore une autre façon que le gouvernement créatif a trouvé pour nous soutirer encore. Pour ce qui est flip, je pense que je pourrais être d'accord avec ça parce que ça demeure un travail. Tu sais, pour moi, quand tu travailles sur des flips et que tu as une maison à chaque année et demie ou à chaque année, c'est ça. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Ou, je sais pas, tu sais, je parle pour parler, mais sur tes 5 premières maisons, t'as pas d'impôts. Enfin, je sais pas. Mais même là, je trouve que c'est pas correct. Parce que, toi, tu te sépares, tu divorces, tu comprends. C'est comme... C'est vrai. Ou tu déménages, t'es quelqu'un qui a une job. Tu dois... Absolument. Ouais. Ça peut monter vite, là. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc... Moi, je trouve que tout ce qui est unifamilial, résidence pour tes enfants, pour habiter avec ta famille, ne devrait pas être imposable. Mais c'est après ça, si j'achète un immeuble à revenus, là, oui, je comprends. Ouais. Si je comprends, mais je pense que ça va être une catastrophe. Là. Les gens vont crier au diable. C'est ça. C'est ce que je me dis aussi. Les gens vont crier au diable. OK? Parce qu'à la fin de la journée, c'est bien beau de vouloir imposer, de vouloir aller chercher des sous dans les mains des contribuables, mais je trouve que, surtout au Québec, on est vraiment imposé. Oh ouais, moi, ça me donne le dégoût. Là. Ouais. Et c'est l'une des raisons pourquoi que ma première année, quand j'étais courtier immobilier, j'avais des revenus intéressants. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui anticipe quand même les choses. Tu sais, mon père, comme je te disais, c'est un homme qui est instruit, il est à ses affaires, puis tout ça. Puis j'avais déjà une anticipation qu'à la fin de l'année, là, pour ma première année en tant que courtier, j'allais envoyer facilement 30 000, 40 000. Okay. Je le savais. Il était déjà prêt, il était là. Puis quand mon comptable a fait mes impôts, il me l'a dit, puis il était surpris quand je lui ai dit, ben garde, je peux faire le chèque tout de suite. Tu sais. Puis généralement, les gens cherchent des excuses, j'ai pas l'argent. Écoute, malgré que j'avais l'argent, mentalement, j'étais préparée, je le savais. Mais lorsqu'il est arrivé de faire le chèque et de l'envoyer, ça m'a fait quand même mal. C'est sûr. Et c'est là que j'ai pris la décision. J'ai dit à mon comptable, OK, je comprends qu'il faut que je contribue au pays québécois. Je comprends. D'accord. Mais c'est pas le gouvernement qui travaille 7 jours sur 7, qui n'a pas de vie, qui n'a pas... Il faut que je trouve une autre alternative. Et tout de suite, ça a été l'option de m'incorporer. Ça a été ça. Tu t'es incorporé. Ben oui. J'ai fait 1 an à envoyer ce montant-là, puis je dis non. Crois-moi que tu me prendras pas comme ça à chaque année. Là. Tu comprends? Oui, je vais payer ce que j'ai à payer, mais si j'ai une façon légale, on va se dire les vraies choses, qui me permet de diminuer mon taux d'imposition si je ne fais pas sortir l'argent de ma compagnie, ou même encore là, qui me donne le choix, est-ce que je me paye en salaire ou en dividende, mais pourquoi je le prendrais pas? Puis surtout que maintenant, tu investis en l'immobilier aussi, donc ça peut t'aider. Pourquoi je le prendrais pas? C'est pas vrai, je vais avoir envoyé à chaque année. Là, c'était 30 000, 40 000, mais l'année après, mon salaire, il a quasiment doublé. Ouais. Fait que, ben non. Est-ce que tu as considéré le mettre dans tes REER ou pas du tout? Mais j'ai pas le choix. Parce que la première année, j'étais considéré que travailleur autonome. Ouais. J'ai payé 30 000 parce que j'ai envoyé un montant dans mes REER. OK, d'accord. Tu l'avais déjà fait, ça. Et bien sûr. D'accord. Sinon, j'aurais payé encore plus. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, non, pour moi, ça marchait pas. C'est comme, non, c'est trop, tu sais. On travaille fort pour nos sous, etc. Fait que c'est là qu'est venu le clash où j'étais comme, on va me faire incorporer, on switch toute l'auto, mon auto est en location, on met tout ça sur l'incorporation. Puis oui, comme je te cacherai pas, cette année aussi, j'ai encore payé de l'impôt parce que je me suis incorporé trop tard. Cette année, j'ai dû envoyer 50 000 en impôts, mais c'était le même principe, c'est 50 000 $. C'est un salaire moyen au Québec. Là. C'est un salaire moyen au Québec. Tu comprends? Et là, j'entends déjà les gens dire « Calisse Marsha, si t'envoies 50 000, c'est parce que t'en gagnes de l'argent, il faut bien que t'en payes. » Je comprends. Puis je te dis pas que... Tu sais, au contraire, j'aime en payer parce que ça veut dire que quand même, ma situation financière me le permet. Mais je trouve que quand même... C'est tough, parce que tu as l'impôt, tu as les taxes, tu as énormément de choses que le gouvernement nous impose. Et je sais pas si tu as la même opinion que moi, mais je vois pas tant les services que j'utilise à cet effet. J'ai l'impression, puis bon, le Québec est comme ça, c'est correct, mais moi, dans la situation financière où ce que je suis, je paye de l'impôt, mais je ne jouis pas du fait d'avoir payé l'impôt. C'est vraiment plus pour aider les gens à faible revenu, les gens sur l'aide sociale, etc. Et même en termes de services qui est fourni, Colin. Écoute, j'ai vu cette discussion-là en France.
parce que justement en France, on est un pays qui est extrêmement taxé et extrêmement imposé. Et là, puis je comprends les deux discours où c'est comme, quand tu vas à l'hôpital, quand moi j'ai une petite fille, quand ta fille est malade, quand ta blonde elle a accouché, c'était gratuit, etc., etc. Je le comprends tout ça. Par contre, est-ce que ça pourrait s'améliorer? La réponse est oui. J'ai travaillé dans le système de santé dans les 3 dernières années. J'ai arrêté au mois de juin. Donc moi, dans la Covid, j'avais une business dans les CHSLD, donc une agence de placement dans les CHSLD. Donc je visitais régulièrement les centres pour personnes âgées. Et même là-bas, les chefs infirmières, les directeurs, directrices des centres me disaient que comment c'était géré par le gouvernement, c'était très, très compliqué parce qu'il y a peu d'imputabilité. Donc les gens font un petit peu ce qu'ils veulent, il n'y a pas de recours, il n'y a pas de boss. Nous, ils me devaient $650 000 de compte à recevoir, qui ne nous payaient pas la facture. Puis une fois, mon président avec moi, on a appelé la fille, puis on a dit, on veut parler à ta boss. La fille, elle ne payait pas les factures, on veut parler à ta boss. Ben là, je ne sais pas de qui je relève. Là, j'étais comme, c'est dans quel monde tu ne sais pas de qui tu relèves à ton emploi. C'est intéressant. Donc je suis d'accord avec toi, puis je suis d'accord aussi avec les gens qui vont me dire, toi, t'es québécois, t'es né ici. Moi, je suis né en France, j'ai vécu 18 ans en France. Notre système en France de santé, il est quand même mieux qu'au Québec. Puis je ne veux pas taper sur le Québec encore une fois. Je me suis fait opérer du genou 2 fois. J'ai eu des choses ici. Ma femme, elle a accouché. On est bien servi. On n'est pas dans un pays, des fois, du tiers-monde où c'est difficile, où l'accessibilité à la médecine est difficile. Mais c'est vrai que des fois, quand je regarde mes talons de paye, puis l'argent que je fais, puis que je paye en impôts, je me dis, c'est ça. Est-ce que c'est équitable? Non. Pas du tout. Et même des fois, on veut te faire sentir que parce que toi, tu as les moyens, c'est une obligation pour toi d'aider ceux qui en ont moins. Mais tu vois, même encore là, je trouve que c'est discutable. Tu sais, j'envoie une photo la fois passée, une vidéo où je regardais Titanic à la télé, parce qu'il est ressorti sur Netflix d'ailleurs, qui est un de mes films préférés. Puis j'ai ma PlayStation 5 que je me suis acheté dernièrement. Puis un de mes amis me texte, je peux pas croire que tu as le temps de jouer à la PlayStation 5. Puis j'ai dit, t'as raison, ça fait 2 mois que je l'ai même pas ouvert, j'ai dû jouer une dizaine d'heures. Puis on va se faire juger, les gens qui sont un petit peu plus nantis, qui ont un petit peu plus d'argent, qui sont on va dire, peut-être plus d'effets, comme une voiture, une belle maison, ou ce genre de trucs-là. Absolument. Mais à un moment donné, tu sais, moi, ma blonde, elle regarde en ce moment Yellowstone. Donc je passe du temps avec elle. Mon Mac est ouvert, j'ai mal au dos parce que je suis penché sur ma petite table de salon. Puis je fais mes trucs là. C'est ça. Le samedi, le dimanche. Pourquoi moi j'ai pas le blues du lundi? Tu sais pourquoi j'ai pas le blues du lundi? Parce que moi le lundi c'est une journée comme les autres, parce que le dimanche j'ai travaillé, puis le samedi j'ai travaillé aussi. Exact. Donc à un moment donné il y a des choix qu'on a fait. Puis je suis pas à plaindre là. Je dis pas que parce que je fais ce que j'aime, mais parce que j'ai fait des choix à 20-25 ans qui maintenant me permettent d'avoir une belle vie, puis que le travail que je fais, que ce soit de mettre des stories. Tu sais, aujourd'hui on enregistre un podcast, c'est considéré comme mon entreprise. Absolument. J'aime faire ça, je suis content. Tu sais, juste avant toi, j'avais Anthony qui était un avocat, j'ai appris plein de trucs. Aujourd'hui, on parle d'immobilier, j'ai encore appris plein de trucs, tous nos auditeurs aussi. Mais tout ça, ça demeure un travail que je pourrais être justement sur ma télé en train de jouer à la PlayStation ou autre. Donc, je suis d'accord avec toi que est-ce que ce qu'on paye, est-ce que la facture, est-ce que c'est un petit peu cher pour ce qu'on paye? Je pense que oui. Moi aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je sais pas en France leur mentalité, mais au Québec, je trouve que Ah ouais? C'est pareil qu'ici. Ah, c'est... Ouais. Au Québec, c'est vraiment, tu sais, je travaille pour mon petit pain. Je fais le strict minimum. Puis je suis contente avec ça. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Là. Je juge pas les gens. Où ce que là, tu vas avoir un problème avec moi, c'est où ce que si tu commences à te plaindre dans mes oreilles. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Tu te mets à me juger, à faire des commentaires haineux sur ma personne ou sur mon style de vie. Parce que moi, j'ai choisi ma vie, toi, tu as choisi la tienne. Je te parlais tantôt, les 2 CFA qu'on a reçus, l'extrait de Clips qu'on a publié sur TikTok, c'est justement le fédéral va te donner 8 000 et le provincial va donner 9 300. Il y a les prestations de la vieillesse, il y a le truc si tu es sous le seuil de la pauvreté, etc. Mais grosso modo, tu vas vivre avec 20 000 par année. Si tu n'as rien cotisé, si tu n'as rien, tu n'as pas de REER, tu n'as pas de CELI, tu n'as pas d'immobilier, tu n'as rien. Et là, il y en a plein qui m'ont commenté, justement, des insultes, bien entendu. Puis il y en a un que j'ai répondu, Gann, cool, parce qu'il m'a dit, moi, je m'en fous, je profite maintenant parce que je peux mourir demain. Tu sais, je te l'avais dit, je pense, off-air, quand on s'en est parlé. Puis je lui ai dit, parfait, mais je veux pas t'entendre te plaindre à 72 ans
quand tu auras un bain par semaine en CHSLD, Mais t'as pas le droit de te plaindre. C'est ce qui va se passer. Ils vont passer devant TVA, Nouvelles. C'est ce qui va se passer. Et tu vois, cette même conversation-là, tu l'aurais avec mon père. Mon père, c'est un sujet qui l'énerve aussi parce que lui, sa retraite est quelque chose de très important. Il gonfle ses REER, puis il fait son maximum parce que justement, il le sait qu'arriver à la retraite, ce qu'on va lui donner, c'est des peanuts. C'est des peanuts, là. Même, lui, il me le dit souvent, il me dit, Marsha, la personne qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui est sur l'aide sociale, va toucher le même montant que moi qui a travaillé toute ma vie. Tu comprends? Parce que lui, probablement, il va avoir, comment ça s'appelle cette affaire-là? Je m'en allais dire une bonification, là, parce que il est à faible revenu. Ouais, c'est ça, c'est dans le fond, c'est la pension pour la sécurité de la vieillesse, donc que ça s'appelle. Puis il y a aussi, justement, quand t'as pas assez d'argent, mais on te donne un supplément de revenus. Et là, mon père dit, mais ça n'a aucun sens. Moi, depuis que je suis arrivée au Québec, mon père, ça va faire plus que, je sais pas moi, 34 ans, 35 ans. OK, puis ici? J'ai jamais été au chômage. J'ai toujours travaillé de ma vie pour qu'à la fin de l'année, comme tu dis, pas à la fin de l'année, à la fin de ma retraite, si j'avais pas de l'argent parce que j'ai cotisé dans mes REER, dans mes CELI, je me ramasserais équivalent à la même personne qui a passé sa vie sur l'aide sociale ou qui n'a jamais travaillé. Puis je comprends, ça aussi, je l'ai vu beaucoup, que les gens disent « Ouais, mais on va-tu les laisser mourir de faim? » La réponse est non. Et est-ce qu'on serait peut-être pas mieux, c'est Paul Arcand qui a écrit la préface du livre de Pierre-Yves McSween, où est-ce qu'il dit, est-ce qu'au Québec, c'est un complot, il dit comme ça, là, que le gouvernement ne veut pas qu'on soit éduqué financièrement. Parce que je comprends qu'à 20 ans, on a tous eu, en tout cas, tu as eu 20 ans, moi aussi. Je pense que la majorité des gens sur le podcast ont eu 20 ans. Si on nous l'avait expliqué ça, est-ce qu'on aurait vraiment fait ces choix-là? Je le sais pas. Est-ce que si on nous avait dit à 18, 20 ans, quand on commence à travailler, place de l'argent de côté, est-ce qu'on aurait eu la sagesse de se dire « Ah oui, je vais faire ça pour une bonne retraite » parce qu'on s'entend, tu parles de quelqu'un de 18 ans, la retraite, il va dire « Hey, laisse-moi vivre, là, je veux voyager, je veux faire le party, je veux whatever. » Mais est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire de mettre de l'argent de côté? C'est là que je me demande parce que sur les statistiques, ce qui est inquiétant, on en a déjà beaucoup parlé sur le podcast, mais on est 5 payeurs de taxes pour un retraité. En 2027, on va être 3 payeurs de taxes pour un retraité. Donc, soit Marsha, ils vont t'imposer plus, ou soit, quand tu vas être à la retraite, les gens qui vont être à la retraite, ils vont couper dans les services, ce qui est déjà le cas maintenant. Donc, au lieu d'avoir un bain par semaine, tu en auras peut-être 1 ou 2 semaines. Au lieu de manger de la bouillie matin, midi et soir, peut-être que ce sera juste le matin et le soir. Mais il va falloir, tu peux pas vivre constamment, repousser constamment ce qu'on fait depuis déjà des années. Donc, moi, c'est ça ma question. Puis, je pense à ces gens-là, puis j'ai de la peine pour ces gens-là. Où je me dis, tu sais, déjà maintenant, je regardais, je l'ai même publié en story la fois passée, où c'est comme une image, un peu ça, un montage, là, où admettons, c'est ce qu'ils vivent des fois au Moyen-Orient avec les guerres et la famine en Afrique, etc. C'est une image, c'est une petite fille, mais tu sais, l'image est coupée en deux, puis à gauche, c'est une petite fille qui est comme maquillée pour sa fête d'enfant, puis à droite, c'est une autre petite fille, mais qui est maganée parce qu'elle s'est pris un obus en pleine face. Puis des fois, on se plaint, l'humain, le Québécois, le Français, peu importe, l'Occidental se plaint de ce qu'on a. Puis c'est normal, c'est important, il faut qu'on se plaigne aussi dans la vie. Comme nous, on se plaint de payer trop d'impôts. Alors que d'autres diraient, si tu payes en impôts, ce que je gagne même pas pour un an, je le comprends. Mais à un moment donné, je pense qu'on a aussi une certaine chance. Mais moi, je pense que cette chance-là de vivre bien, de manger, tu sais, que la pyramide de Maslow, tous nos besoins sont répondus, que maintenant, on doit se demander nos questions fondamentales, c'est est-ce qu'on fait des toilettes non genrées? C'est là qu'on est rendu. Mais bref, je rentrerai pas dans ces débats-là. C'est pas la place. Mais c'est là que je me dis, comment vont faire ces gens-là à la retraite? Je vais te dire un truc qui va paraître dur puis un peu méchant de ma part. On ne le coupera pas au montage, Marsha. Ça me dérange pas, mais je considère que ça va être leur problème à eux et non le mien. Je considère que dans la vie, on fait des choix. Eux, ils ont fait leur choix. T'es d'accord avec moi? C'est ce que je leur ai écrit. Okay. Je dis avant, tu pouvais peut-être me dire je ne le savais pas, mais maintenant, tu le sais. C'est exact. OK? Ça c'est ma perception de voir les choses. Pourquoi? Parce que comment que je vois les choses, c'est que moi, je n'ai pas envie d'être dépendant d'un système. Parce que quand tu es dépendant d'un système, n'importe quand, les règles peuvent changer. Ouais. Et sans préalable, on ne t'avertira pas à l'avance parce qu'on ne te doit pas ça. Donc, du jour au lendemain, ce à quoi tu étais habitué, on peut te dire,
finalement, je change la donne, puis c'est pas ça qui se passera. Les gens qui sont sur l'aide sociale, c'est un point que j'ai souvent avec mon père. Mon père me dit à un moment donné, là, si le gouvernement voit qu'il injecte trop d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur l'aide sociale qui, dans les faits, pourraient aller travailler. Bien sûr. Okay? L'aide sociale, normalement, ça a été conçu, c'est très bien l'aide sociale. C'est très, très bien l'aide sociale. C'est un très bon programme. Mais c'est un programme de transition. Je suis d'accord. Mon père m'a dit à un moment donné, le gouvernement peut se rendre compte que, wow, ça vient gruger une bonne partie de mon argent. Ce que je vais faire, soit je vais donner des dates limites, c'est-à-dire des temps. Ouais. Tu es sur l'aide sociale, tu peux rester là pendant 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais après ça, il va falloir que tu te revires de bord. S'il y a des exceptions, parce qu'il y a des gens vraiment qui ne peuvent pas travailler, bien OK, sûr. parfait, il va y avoir des exceptions par rapport à ça. Ou bien sinon, carrément, ce que je fais, je donne des délais de nombre d'années, puis là, tu as fait 10 ans, il faut que tu ailles travailler. Ouais. Et là, ces gens-là vont arriver devant la télé, ils vont pleurer, ils vont faire des crises, mais tu as décidé d'être dépendant d'un système. Ouais. Donc, quand tu es dépendant d'un système ou même de quelqu'un, à tout moment, les règles peuvent changer. Et ça, c'est un choix que tu as fait. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que je te disais, moi, j'ai bien de la difficulté avec les gens qui se plaignent de leur situation quand ils ont fait le choix. Ouais. J'ai fait le choix, je me lève pas le matin. J'ai fait le choix que je veux pas aller travailler. Puis comme je te dis, c'est pas une question je me prends pour une autre. Je vais respecter le concierge qui travaille dur pour mettre du pain sur sa table, pour donner à ses enfants. Il va avoir tout mon respect. Ouais. Tu sais, je te dis que je travaillais pour une compagnie qui était pour les CHSLD. On faisait de l'aide alimentaire. On faisait donc préposé aux services alimentaires, la buanderie, l'entretien ménager. Mais j'ai vu des gens vaillants, courageux. Absolument. Écoute, il y en avait qui étudiaient, qui venaient d'arriver, souvent c'était d'autres pays, là, hispanophones, africains, France, tous les pays de l'Est aussi, l'Europe de l'Est. Et les gens arrivaient, ils travaillaient, ils étudiaient à temps plein, puis après ils s'en allaient travailler le week-end. Il y en avait qui nous demandaient, je veux travailler la journée, je veux travailler la nuit, me coucher un petit peu, puis des pères de famille, des mères de famille, je me disais, il y en a qui en veulent. Là. Et il y en a d'autres. C'est ça. Qui arrivaient, puis ça j'en ai des histoires, puis c'est pas anecdotique là, ce que je te dis Marshall, c'est pas des histoires, une parmi mes 3 ans que j'ai fait ça. Non. Moi ça fait depuis 2014 que je suis en agence de placement, là je suis plus du tout, je suis 100% entrepreneur, yeah. Mais quand j'étais dans les agences de placement, combien de personnes, je te promets Simon, j'ai vraiment besoin d'argent, je vais vraiment travailler, je vais y aller. Puis la journée de le pneu a crevé, mais ils n'ont pas de voiture, leur chien est mort, la grand-mère elle est malade, ça a été ça des histoires, puis il y a des gens qui ne veulent pas travailler, mais en même temps, malheureusement ou heureusement, voyez-le comme vous voulez, on a un filet social énorme au Québec. Ouais. C'est-à-dire que tu sais que tu pourrais faire le bordel toute ta vie, ne rien foutre toute ta vie, et de vivre, d'avoir à manger, puis d'avoir un toit, qui sont les besoins, on va dire, essentiels, et te vêtir. Donc des fois, je me dis, ceux qui sont vraiment, vraiment fainéants, qui n'ont pas de vision ou quoi, pourquoi ils iraient travailler? Puis toi, en tant qu'entrepreneur, mettons, t'as tes bâtisses. Juste pour mon esti de dignité, pour avoir le choix. Mais il y en a que non. Mais même la personne qui travaille salaire minimum, là. Ouais. OK. Puis que tu dis, salaire minimum, t'arrives pas à te payer, la vie coûte cher. Je trouve que cette personne-là, comme je te disais, a le droit à mon respect, a sa dignité. Bien sûr. Tu comprends, tu veux te prendre une carte de crédit, tu vas pouvoir le faire. L'aide sociale, là, Colin, là, peu importe ce que tu veux faire, t'es limité. Oh oui, tu veux te prendre une carte de crédit, tu veux te prendre un prêt auto, t'es limité. À n'importe quand, le gouvernement peut appeler ta banque là, puis dire « Tu me sors son relevé bancaire. Je veux le voir. Parce que moi, je lui donne un chèque à tous les mois, puis je veux m'assurer qu'il est dans le besoin, parce que s'il n'est pas dans le besoin, mais est-ce que moi, tu penses que le gouvernement pourrait arriver pour n'importe quelle raison puis dire « Sortez-moi le relevé bancaire de marchand? » Bien sûr que non. Si tu ne payes pas tes taxes, toutes ces choses-là, mais sinon... Ça, c'est autre chose. C'est ça, si tu es dans l'illégalité, mais sinon, si tu fais tes choses correctement, mais aucun problème. Donc. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis... Moi, c'est un sujet qui a tendance à m'énerver. Vraiment à m'énerver. Puis, tu l'as dit, je trouve qu'au Québec, il y a trop de lâcher prise. C'est trop lousse. Moi aussi. Des fois, je me dis... J'ai un ami qui est en politique, puis je dis, pourquoi ils mettent pas genre... Je sais que je dis n'importe quoi, mais une escouade, là, vraiment comme une cohorte. Puis les mecs, ils sont payés, là. Tu prends une centaine d'agents, puis ils vérifient, ils passent les mondes. Tu sais que quand j'étais en agence, à l'époque, au quartier 10-30, un gars rentre. Nous, on était en arrière, il y avait nos bureaux, puis en avant, il y avait le bureau de la réceptionniste, mais on n'avait pas de réceptionniste. Puis on avait nos cartes d'affaires. Le monsieur, il rentre, il prend une carte d'affaires, il s'en va. Puis je dis, monsieur, voulez-vous qu'on vous aide? Oh non, je prends la carte d'affaires, c'est pour donner au bureau de chômage pour leur dire que
je cherche un emploi. Oh, c'est... Puis ça, c'est pas une, deux, trois personnes. Combien de personnes m'ont appelé aux normes du travail, etc., pour dire cette personne-là, vous lui avez dit qu'une fois, on s'est fait pas poursuivre, mais une conversation très houleuse avec une fille de, je pense que c'était les normes du travail, parce que la personne, c'était un hispanophone, et il lui avait dit que nous, l'agence, on voulait pas l'embaucher, puis il avait inventé des excuses comme racisme et qu'il y avait plus de place, etc. Puis la femme, elle m'appelle, puis je me souvenais de ce gars-là parce que je l'avais présenté à l'entreprise qui s'appelait Chep. C'est les palettes bleues qui vont chez Costco. Puis tout, c'est une grosse entreprise de réparation de palettes. En fait, la plus grosse, je pense, au monde, c'est des milliards de chiffres d'affaires. Et je l'avais présenté là-bas pour aller travailler. Et le gars a choqué. La veille, il m'a dit je pourrais pas y aller. Puis ça m'avait mis en tabarnouche parce que le patron là-bas, je lui avais dit, je t'ai trouvé quelqu'un, il est bon, tu sais, un bon gars, là. Il avait déjà travaillé dans la réparation de palettes chez Transport Robert, c'était un bon gars. Puis lui, il a appelé le nom du travail pour dire qu'il voulait l'aide sociale, il voulait les aides parce qu'il trouvait pas de travail. Puis quand ils lui ont dit, c'est quoi tes démarches, j'ai appelé Simon, il a donné mon numéro pensant que ils allaient jamais m'appeler. Tu sais, lui, il s'est dit, c'est bon, ils vont pas m'appeler. Et quand la fille m'a appelé, puis que je lui ai expliqué, je sais pas comment ça s'est soldé parce qu'après, j'ai plus de nouvelles. Mais tu sais, c'est pathétique. Et je pense que les gens devraient reprendre leurs finances en main, que ce soit d'investir dans l'immobilier, que ce soit d'investir dans son entreprise en particulier, que ce soit d'investir dans ses compétences, que ce soit d'investir en bourse. Mais le temps passe. On sait, le temps, il passe. Vite. Et ça passe vite en plus. Et plus on vieillit, plus ça passe vite. Donc je me dis, prenons les choses en main. Puis tu sais, c'est pas un complot, là, le REER, c'est pas une arnaque, le CELI, c'est pas une arnaque d'investir en immobilier. C'est juste qu'à un moment donné, à moins que vous... Et même si vous vous contentez de peu, et c'est un peu ce que je disais quand je répondais aux commentaires TikTok, c'est pas vrai que parce que t'épargnes, t'as pas de vie, puis tu vis dans un sous-sol enfermé, puis que t'as pas de télé, c'est pas vrai. Tu peux faire les deux. Est-ce qu'au lieu d'aller manger 5 fois au restaurant par mois, tu vas y aller 3 fois? Peut-être. Peut-être que ça va être certain. Est-ce que justement, tu vas avoir tu parles tantôt des bonnes carrières en entrepreneuriat, etc., ou tout simplement dans ton emploi régulier? Est-ce que c'est parce que des fois, tu vas devoir mettre un petit push en plus? Est-ce que tu vas devoir faire quelques heures supplémentaires pour justement te rendre à un poste plus prestigieux, plus payant, avec plus de carrière, de possibilités de carrière? Habituellement, oui. Puis aussi, c'est pas ça seulement, c'est que je trouve que si c'est pas toi qui le fais, il n'y a pas personne d'autre qui va le faire à ta place. Le gouvernement, comme tu l'as dit, ne nous pousse pas à ça. OK, puis ça, c'est pas juste au Québec. Dans plein d'autres endroits, c'est le même principe. Donc, à ce moment-là, s'il n'y a pas personne qui veut te montrer comment, c'est toi qui dois aller chercher l'information. Tu sais, moi, je le dis souvent, je trouve que la base devrait se faire dès les écoles pour qu'au plus vieux âge, tu as déjà cette base-là, puis que tu sois en mesure de faire puis de gérer ta vie. Mais les écoles, c'est régi par qui? Tu comprends? Je pense que c'est ma soeur ou peu importe qui m'a dit ça la fois passée, mais elle dit j'ai l'impression que tout ce que le gouvernement touche, ça marche pas. Les routes, le système de santé, le système scolaire. Tu sais, on l'a vu un peu le système scolaire avec la Covid, puis l'aération, puis que ça prend les écoles qui tombent en ruine, etc. Puis tu te dis... Puis moi, c'est ce que je dis aux gens, guys, si vous attendez que le gouvernement vous fasse vivre, c'est pour ça que j'ai aimé, parce que le maximum que tu peux avoir, c'est 17 000 $. Je me souviens plus, je pense que c'est 15 000 que le gouvernement du Québec va te donner, etc. Si tu as cotisé toute ta vie. Donc, si toute ta vie, tu as cotisé au maximum, donc tu as fait 65 000 $ et plus, donc tu as cotisé au max. Mais si toute ta vie, tu as fait 40 000, tu n'as pas cotisé au max. Donc, la médiane de ce que le gouvernement donne au Québec, c'est 9 300, si ma mémoire est bonne. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu penses que le gouvernement va t'aider, regarde combien tu dépenses par mois. Prends toutes tes factures, là, mettons, regarde ton compte en banque, puis dis j'ai dépensé ça. Fais le calcul sur ta calculatrice, puis fais x12 pour le mois. Donc, tu auras pour une année. Puis maintenant, dis-toi que le gouvernement, en moyenne, Québec et Canada, va te donner 17 000. Comment tu vas vivre? C'est ça. C'est exactement ça. Et tu vois, je me rappelle pas c'était avec qui je parlais, si c'était pas un collègue courtier, puis il était comme, tu sais, je pense que les gens devraient couper dans leurs dépenses, etc. Puis je disais, ouais, mais ça dépend. Tu sais, je veux dire, si ton niveau de vie, comme moi, est quand même assez élevé, couper dans mes dépenses, ça sert absolument à rien. Pour moi. Donc, mon mindset, il est en mode, comment augmenter mes revenus? Tu comprends? Il n'est pas dans comment couper les dépenses. Non, j'ai une dépense qui s'en vient, mais comment je vais pouvoir faire pour
générer ce même montant-là ou même plus pour le payer. Et les gens devraient peut-être plus voir les choses comme ça que de dire je coupe dans tout. Parce qu'à un moment donné, on a des besoins. Ben oui, non, On a les réseaux sociaux qui nous bombardent avec de la publicité, avec de la consommation. Et même pour notre santé mentale, on veut se faire plaisir, on veut partir en voyage. Donc, de dire que je vais couper en permanence, je ne pense pas que c'est la solution. Moi non plus, de passer ta vie ou en tout cas une bonne partie de ta vie sans rien. C'est un choix que tu dois te poser, là. That's it, là. C'est OK, ben regarde, ce travail-là n'est pas en mesure de me donner ce que j'ai de besoin pour atteindre mes objectifs, pour avoir une qualité de vie saine. Je te dis pas d'être millionnaire, c'est pas ça que je te dis, mais je te dis d'avoir une qualité saine. Et j'en reviens à ce que je dis souvent. Pour moi, en ce moment, en 2023, si tu fais pas minimum 100 000 par année, c'est un problème. Ça, c'est ma perception des choses. Pour te faire plaisir, pour avoir ta maison, être confortable, partir en voyage, aller manger au resto. Puis quand je dis au resto, c'est pas un spaghetti aux pâtes, c'est un bon petit steak. Pour moi, 100 000 par année. Et encore là, 100 000 par année, c'est même pas net, là. Parce que oublie pas, c'est brut. C'est 8% de la population fait 100 000 par année au Québec. Hein. Tu comprends? C'est même pas net, c'est brut. Tu as déjà quasiment 50% qui est même pas à toi, Colin, parce que tu vas l'envoyer au gouvernement. Fait que c'est pour ça que je te dis, si minimalement tu fais pas 100 000 par année, brut, pour moi, c'est tough, c'est difficile. À moins que s'il y a une compensation parce que tu as un conjoint qui gagne beaucoup plus, OK, tu comprends? Mais pour moi, c'est le minimum. Écoute, une famille de 2 adultes, 2 enfants, en moyenne au Québec, selon Statistique Canada, dépense 68 000 $ par année. Donc ça, c'est net. C'est net. C'est net. Ah, c'est bon, tu vois, c'est net. Fait que ton 100 000, là, t'as déjà quasiment 50 000 qui n'est même pas à toi. Presque. Que flou, c'est aux impôts. Puis, tu comprends? Il faudra regarder les tables d'impôts, je les ai pas sous les yeux. Pour voir combien est impôt, je pense que ça doit être aux alentours de 30, 35, peut-être 40%, si tu prends un 100 000 total. Mais c'est parce qu'après, quand tu vis, tu payes des taxes. Mais c'est ça, c'est pour ça que tout ça est inclus là-dedans. C'est ça. Tu sais, souvent, les gens, ils y pensent pas, mais je fais de l'argent clair d'impôt, mais je m'en vais au resto. Taxable. Je paye 15% de taxes. Absolument. Donc, c'est vrai que. Après, il y en a qui vivent très minimalement, d'une façon frugale. Puis moi, je respecte celui qui veut la grosse vie, mais qui a l'argent pour se baquer. Mais il faut savoir que actuellement, on parle de 40 à 60% des Nord-Américains vivent de paye en paye. Ce qui est énorme, c'est beaucoup. Donc moi, je me dis, tous ces gens-là, puis à un moment donné, il devient que c'est trop tard parce que tu as tellement accumulé de dettes, tu as tellement accumulé un niveau de vie bien au-dessus de ce que tu étais en mesure de te payer, que le temps que tu rembourses tes dettes, ça va être long. Ça va être long de une. Puis après, tu n'auras plus le temps d'économiser de l'argent. Absolument. Quand tu achètes un bloc immobilier, le but, c'est pas de faire un flip, en tout cas habituellement, dans un an. C'est qu'ils prennent de la valeur, que tu peux le refinancer, que tu peux le réinvestir. En bourse, c'est la même chose. Quand tu fais de l'argent en bourse, c'est le temps, c'est l'intérêt composé, c'est de l'argent qui fait de l'argent sur de l'argent que tu n'avais pas avant. Absolument. C'est ça le but. Mais quand tu es prêt à clairer tes dettes jusqu'à 50, 55 ans, le petit laps de temps qui te reste pour mettre de l'argent de côté, il est court. Il est trop faible, et ça va être difficile après. Absolument. Donc moi, c'est pour ça que je dis aux gens les faits. C'est-à-dire que à la retraite, le gouvernement va te donner environ 20 000. Donc si tu n'as rien d'autre pour vivre, c'est fait. Fine, mais tu vas vivre avec 20 000. À moins que tu aies des conjointes qui en ont plein, que tu as des enfants qui vont t'aider, que tu as d'autres choses dans la vie, des REER, des CELI, bref. Mais sinon, attendez-vous à ça. Après, dites-moi n'importe quoi, ce que vous voulez que... J'ai entendu, très sérieusement, je vais aller en haut d'une montagne avec mon sac à dos, je vais me laisser mourir là. Bonne chance, Fine. Et tu sais, c'est bizarre, je sais pas quel âge ont tes parents, mais souvent les gens sont comme 65 ans, t'as plus d'énergie pour rien faire. Moi, j'ai l'âge que justement mes parents puis les parents de mes amis ont proche de cet âge-là, 60 et plus. J'en ai plein qui sont en forme. Ben oui, absolument. Tu vois, mes parents vont avoir bientôt 55 ans. Okay. Puis oui, ils ont des petits bobos par-ci par-là, mais mon père fait la tondeuse, il est en forme, puis même des fois, il dit souvent, il dit peut-être qu'à la retraite, pour pas s'ennuyer, il prendra un petit job à temps partiel, mais ce n'est pas la réalité en disant que, by the way, moi, je me vois pas attendre à ma retraite pour commencer à jouir de quoi que ce soit. Moi non plus. Mais il y en a encore beaucoup qui, à la retraite, sont en forme. Beaucoup. Tu sais, le voisin de mes parents, je pense qu'il y a 83 ans, puis
il conduit, il fait encore toutes ses activités. Ouais. À 65 ans, je veux dire, il y en a encore qui sont en pleine forme. Puis surtout maintenant, dis-toi, je sais pas t'as quel âge Marsha, mais on aura 65 ans dans beaucoup d'années. Ouais. Mettons, on va dire une quarantaine d'années, 30-40 ans. Mais la médecine évolue. Oui, c'est vrai. On est en forme maintenant, l'espérance de vie s'allonge. C'est vrai. Donc maintenant, j'avais mis une citation sur notre page Instagram, c'était « Si tu n'es pas capable de vivre 3 mois sans salaire, tu ne seras pas capable de vivre 20 ans à la retraite. » C'est vrai. Puis on repousse tout le temps ça. Ah, mais c'est la procrastination, je ferai ça plus tard, j'économiserai plus tard. Mais le temps, lui, il s'arrête pas. Là. Non, absolument donc, pas. Puis moi, pour avoir été visiter beaucoup de CHSLD, tu disais tantôt, regarde TVA Nouvelles, et ils sont assis. Ils sont, puis je respecte énormément les gens qui travaillent là-dedans, puisque j'en ai visité beaucoup. Ils sont parqués sur leur chaise roulante ou dans leur fauteuil à regarder la télé. C'est ça qu'ils font en longueur de journée. Puis j'en ai des histoires d'horreur parce que mon employé qui s'appelait Ubaïda, avant de travailler pour moi dans l'agence, dans le recrutement, elle travaillait en CHSLD. Puis elle m'a raconté les histoires qu'elle voyait parce qu'elle travaillait là. Puis je me disais... C'est incroyable. Tu sais, mais ils l'ont fait en France, ici, là, mettre des caméras, voir comment ils se font traiter les personnes âgées. C'est du bétail, là. Je veux pas être méchant, je sais que c'est dur ce que je dis, mais tu veux pas te rendre là. Donc voilà. Écoute, c'est... Oh mon Dieu, j'aime la tournure de ce... On est parti d'immobilier. De ce podcast-là, ouais. Mais il est l'heure de toute façon, déjà. Si on veut te rejoindre, Marsha, si on a une maison à acheter ou une maison à vendre, comment on peut te rejoindre? Écoute, sur les réseaux sociaux, en fait, partout, Instagram, TikTok, Marsha Saint-Jean, courtier immobilier. Comme je te disais, aujourd'hui, je suis quand même assez fière, là, suivie par presque 70 000 personnes. C'est beaucoup, c'est énorme. Même des fois, ça me gêne parce que je suis pas... Tu sais, je m'attendais pas à ça. Puis malgré que tu me vois sur les réseaux sociaux, même maintenant, j'ai l'air de quelqu'un d'ouvert, etc., c'est le cas. Mais dans ma vie personnelle, quand les gens m'arrêtent sur la rue, c'est encore un choc. Un choc. Ouais, je suis en train de faire l'épicerie avec mes neveux, mes nièces, puis là, c'est comme, on m'arrête. Mais ça reste que, tu sais, comme je te disais, moi, je le fais avec tout mon cœur. Je veux vraiment aider les gens, que ce soit acheté. On le voit. Là. Ouais, que ce soit acheter ou vendre. C'est dans cette optique aussi que j'ai décidé de partir mon équipe de courtage, puis je l'ai dit aux courtiers qui travaillent avec moi, si t'es pas dans la même vision que moi, tu pourras pas rester. Si toi, ton but, c'est juste d'avoir une commission puis un chèque de paye, malheureusement, t'es pas à la bonne place. Donc, si les gens veulent me rejoindre, réseaux sociaux, TikTok, je donnerai pas mon numéro de téléphone, parce que bien qu'il est partout, mais je me fais quand même bombarder. Mais réseaux sociaux, TikTok, vous m'envoyez un message. Généralement, j'essaye de répondre le plus à mes messages ou tout simplement, vous m'envoyez un petit message texte. Là. On va mettre de toute façon les liens dans l'épisode, Marsha. Super. Pour les gens qui peuvent te suivre sur tes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, etc. On a aussi le podcast qui peuvent écouter où tu as reçu des bons invités aussi. Politiquement incorrect, un podcast que j'ai parti pour aider toutes les gens qui veulent partir en affaires puis qui veulent connaître les vraies choses, le vrai côté de l'entrepreneuriat. Pas juste qu'on nous montre sur les réseaux sociaux la belle voiture puis tout ça, mais vraiment les vraies choses. Puis tu sais, je suis passée par des entrepreneurs qui sont partis de zéro puis qui sont devenus millionnaires, des gens qui ont réussi rapidement dans leur domaine. Puis comme je te dis, le but, c'est vraiment d'inspirer puis d'aider les gens là, avec ce podcast-là. Là. C'est super, Marsha. On va continuer à te suivre aussi. Puis, guys, si vous avez des questions pour Marsha, vous pouvez les mettre en commentaire, la joindre directement. Elle vous l'a dit, elle répond. On va mettre les liens sont en bas de l'épisode. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine et un grand merci à Marsha de s'être déplacée et d'avoir donné autant de bons contenus et de bonnes valeurs sur le podcast. À bientôt. Merci.